à cette première table ronde. On continue sur les questions des patrimoines, et là plutôt sous l'angle en fait, des savoirs et des savoir-faire des professionnels de la mer. Donc j'aurai l'occasion de présenter chacun d'entre eux, mais je tenais déjà à vous remercier tous pour votre présence et votre disponibilité. Donc une table ronde pour mettre en valeur justement la diversité des savoirs qu'ils acquièrent et qu'ils construisent au fil de leur pratique. Et juste avant de vous présenter le déroulé, je laisse la parole à Muriel Cléry, qui est donc juste à côté de moi, qui est référente mer au parc, mais qui surtout ce matin vous parle en tant que mytilicultrice, installée sur la rivière de Pénère depuis plusieurs années maintenant. Bonjour à tous, donc moi je vais vous reparler, Monique en a parlé un petit peu ce matin, du projet MELOM, donc les mémoires locales de l'environnement marin, donc une étude conduite par le parc en partenariat aussi avec le comité départemental et régional des pêches. Donc 43 témoignages de professionnels ont été collectés afin de connaître, préserver et transmettre les savoir-faire. Cette étude, c'est la mise en valeur de la diversité de ces savoir-faire, c'est la mise en avant du rôle majeur de la femme et c'est la sauvegarde de la mémoire des professionnels. Je suis particulièrement sensible à ce projet étant professionnelle de la mer et femme, car tout au long de mon activité, j'ai toujours eu le besoin de transmettre et d'expliquer mon métier. Au début de mon activité, je me suis souvent demandé comment, donc avoir le parc qui porte ses études et ses projets, c'est une grande richesse. Les pratiques des métiers de la mer ont changé, ont évolué, donc il est donc essentiel de préserver leur mémoire. Mais cette étude a aussi toute son importance face au changement de la société. Notamment, j'ai envie de parler des conflits d'usage, dont j'ai pu aussi constater l'évolution. Donc je pense que plus ces métiers seront préservés, connus, reconnus, plus ils seront respectés. Et n'oublions pas le bien vivre ensemble. Merci. Merci Muriel. Donc effectivement, cette table ronde, on avait envie de partager avec vous, c'était évoqué tout à l'heure avec Alexis Gouagen, l'intérêt aussi d'être dans des démarches de collaboration, et cette question en fait des savoirs des professionnels de la mer. Alors quand on parle de professionnels de la mer, c'est englobant, pour nous c'est pêcheurs embarqués, pêcheurs à pied et ostréiculteurs, femmes et hommes. Et cette question en fait de s'intéresser à ces savoirs a émergé. Tout à l'heure on parlait de changement climatique, mais justement comment rendre les choses les plus palpables et les plus concrètes possibles. En fait ça nous paraît c'est évident d'aller au contact du terrain et de rencontrer les personnes en fait qui travaillent sur le terrain au quotidien pour avoir justement ces témoignages, construire cette mémoire. Et donc ça nous a amené notamment à nous rendre compte que dans nos projets, bien souvent, on traitait la question des données scientifiques d'un côté, et puis la question des savoirs, on va dire, plus empiriques ou savoirs de terrain de l'autre, et comment, dans nos projets, en fait, on faisait le lien entre ces deux mondes, ce qui nous a amené donc justement à faire ce travail MELOM. Et aujourd'hui, on est dans toute cette dynamique. En fait, c'était vraiment le point focal de cette étude, de pouvoir à la fois collecter des savoirs et, comme aujourd'hui, les partager avec vous. Et je ne vais pas m'étendre, et l'idée c'est de vraiment donner la parole aux professionnels aujourd'hui, mais on a construit cette table ronde sur une première partie un peu sur la diversité des savoirs que les professionnels mobilisent dans leur quotidien, une seconde partie plutôt sur les enjeux et les questions de transmission, et une dernière sur l'observation et en quoi cette observation peut aujourd'hui nous aider dans nos projets de territoire, justement parce qu'on a cette mémoire, et comment par la connaissance on arrive à mieux connaître et donc mieux protéger, mais aussi à permettre à ces activités qui font partie de l'identité du golfe de s'adapter voilà, au gré des crises qui peuvent être environnementales ou sociétales. Et donc, je vous présente les intervenants aujourd'hui. On a la chance donc d'accueillir Anita Alain-Leport, ici présente, qui est ostréicultrice sur Baden, également élue à Golfe du Morbihan Van Agglomération, mais qui aujourd'hui parle en tant qu'ostréicultrice. À ses côtés, Jean Richard, doyen des marins-pêcheurs de Séné, voilà, pour les locaux, un incontournable, quelqu'un qui a une
très belle connaissance de l'histoire du territoire. À ses côtés également Thierry Jacob, également marin-pêcheur à Port-Anna, actuellement retraité et dont le fils a repris la suite. Et puis Lucie Corne, qui est donc récoltante et affineuse d'algues installée depuis peu maintenant, et qui pratique sur l'ensemble du Morbihan et qui aura l'occasion de nous présenter son métier. Également, on aurait aimé pouvoir accueillir des pêcheurs à pied. Voilà, les contraintes d'agenda n'ont pas permis d'en avoir un représentant à notre table, mais en tout cas, ils s'en excusent. Et pour commencer, on voulait sur cette table ronde parler des savoirs empiriques, donc savoir empirique, savoir-faire au sens en fait de ces savoirs de terrain, qu'il est parfois difficile de mettre en mots. C'est souvent des choses qui sont impalpables, qu'on transmet, qui n'est pas toujours évident on va dire, de dimensionner ou de caractériser. Et donc, ces savoirs, finalement, dans la pratique au quotidien, traitent de différents thèmes, aussi bien de la question des métiers, des techniques, des pratiques qui peuvent évoluer, des connaissances sur l'environnement, la météorologie, mais aussi l'histoire. Et on l'évoquait tout à l'heure, la question de la mémoire, de l'histoire, en fait, de ces métiers. Et je voulais commencer en interrogeant Jean. Justement, de par vos nombreuses années de pratique, vous êtes issu d'une famille ostréicole aussi sur Séné. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide retour en arrière sur justement la pêche et la conchyliculture? Comment voilà, vous les avez vus évoluer au cours de votre carrière? Volontiers. Merci. Bon, comme vous m'avez dit que 5 minutes, je me suis mis à écrire pour façon à rester dans les temps. Alors autrefois, les bateaux de pêche présents dans le golfe du Morbihan naviguaient exclusivement à la voile. En l'absence de vent, ces bateaux se déplaçaient à l'aviron. Sitôt après la guerre 30-45, les premiers moteurs sont apparus. Ce sont surtout les pêcheurs pratiquant la pêche au chalut qui ont motorisé leurs bateaux avec des moteurs d'une puissance de 5 chevaux. La méfiance envers tout ce qui était nouveau va amener les pêcheurs à conserver les voiles, au cas où. Voiles et moteurs seront utilisés ensemble pour économiser le carburant et pallier à une défaillance du moteur. Au fil des ans, les bateaux vont être remplacés, les synagos déformants vont être remplacés par des bateaux de pêche plus modernes avec des moteurs plus puissants. Le chalut à perche a été remplacé par le chalut dit à panneau, un chalut qui permet de pêcher des poissons pélagiques. Le port de Séné était le plus grand port de pêche du Golfe avec près de 80 bateaux, toutes pêches confondues. À ce jour, si Séné reste un port de pêche, il a perdu beaucoup de son importance. Certains pêcheurs de Séné préfèrent laisser leurs bateaux à Port-Navalo, voire à Quiberon, pour éviter d'avoir à traverser tout le golfe afin d'atteindre la baie de Quiberon, les lieux de pêche. Côté ostréicole, autrefois, la grande majorité des pêcheurs de Séné pratiquaient la cueillette des coquillages. L'ostréiculture était pratiquement inexistante. Un, voire deux ostréiculteurs cultivaient des huîtres à Séné. Il existait dans le golfe du Morbihan un banc d'huîtres plates reconnu comme étant un des plus productifs d'Europe. Pendant longtemps, l'exploitation de ces bancs était libre. Une réglementation voulue par l'administration a amené une exploitation contrôlée de ces bancs, les mois d'ouverture, des horaires, etc. Le gisement était tellement important et généreux qu'une véritable flotte de bateaux, dit en V, a vu le jour. Il s'agissait de 3 planches reliées entre elles, c'était tout. Il n'était pas rare de voir près de 300 bateaux pratiquer la drague aux huîtres. Ce nombre pouvait atteindre près de 800 bateaux de tout genre lors des dragues sur les bancs dits classés. Un banc classé, c'était un banc qui était ouvert à tous, aux agriculteurs, aux artisans, à tout ce que vous voulez, moyennant une cotisation. Ces huîtres, qui étaient très recherchées par les ostréiculteurs en manque de naissains, vont voir leur prix exploser. Un prix tiré vers le haut qui va amener un kilo d'huître vendu 0 francs 30 une année, passé à 12 francs l'année suivante. Le golfe du Morbihan devenait un Eldorado, une abondance qui va amener l'opulence. Dans les années 1975, une maladie viendra éradiquer les huîtres plates se trouvant dans le golfe. La flotte de pêche sera rapidement réduite après cette disparition de l'espèce. Désœuvrés, les pêcheurs vont abandonner leur parc à huîtres pour se consacrer uniquement à la pêche. Cet abandon va être une aubaine pour les ostréiculteurs charentais. Ils vont s'empresser de prendre les parcs abandonnés.
La grande majorité des bateaux construits alors va disparaître, ainsi que leur équipage. Seuls les marins de souche resteront à cultiver l'huître plate. L'huître plate ayant disparu, c'est une huître en provenance du Japon qui la remplacera. À ce jour, cette espèce qui est cultivée dans le Golfe est d'abord cultivée à même le sol, mais elle sera rapidement élevée en poste, surélevée pour éviter les prédateurs, les étoiles, les dorades, les crabes, etc. Quelques années plus tard, une tentative d'élevage de palourdes en provenance du Japon sera tentée avec succès par un ostréiculteur dans le golfe du Morbihan. Les larves de cet élevage vont se disperser dans tout le golfe. La palourde se trouvera en abondance dans le golfe et fera oublier sa culture. Un nouvel Eldorado va voir le jour, et pour canaliser le flux de pêcheurs plaisanciers sans cesse croissant, l'administration va créer un nouveau métier, celui de pêcheur à pied. Voilà ce qui se passait autrefois. Merci Jean. C'est vrai que le propos là aussi fait écho à cette question nature-culture, de l'interaction des deux et de l'évolution des pratiques. Et on s'est rendu compte en fait au cours de ce travail, donc on a rencontré différents professionnels, travail mené notamment par Colin Van Laer, que en fait plusieurs types de savoirs étaient mobilisés dans la pratique, et qu'il ne suffisait pas juste de regarder la météo et la lecture de l'environnement. Il y avait aussi les questions de navigation, mais quand on échangeait par exemple avec Thierry, on évoquait le fait que petit à petit les pêcheurs ont fait leur propre carte, ont pu noter leurs traces, en fait, leurs traits de pêche, ont pu acquérir de la connaissance, mais que finalement ça ne faisait pas tout. D'avoir ces cartes par exemple de pêche, il ne suffisait pas d'avoir ces cartes pour savoir pêcher derrière la morgate par exemple, ou la crevette. Et justement Thierry, je rebondis, et puis je voulais justement vous demander comment sur la pêche à la crevette par exemple, à quoi vous êtes attentif quand vous pêchez. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le panorama des éléments que vous prenez en compte? Oui, ça reste des secrets, donc je ne vais pas le donner à tout le monde. J'ai encore mon fils qui a pris la suite, donc il y a quelques secrets quand même qui traînent par là. Bien, c'est vrai qu'on s'est vite aperçu en fait avec les éléments nouveaux lorsqu'on a eu notre ordinateur, parce qu'on a travaillé avec des ordinateurs et donc qui couplaient une carte marine, que la carte du Chaume est très pauvre. Les éléments sont très grands, et nous on connaissait plein d'autres roches, d'autres trous, d'autres bosses, du sable, et en couplant nos journées entières de travail, en observant notre sondeur qui nous indique ce qu'on a en dessous le bateau, si c'est du sable, de la roche, du sable, de la roche, du sable, de la roche, et en cliquant sur le clavier de l'ordinateur, en rajoutant du sable, de la roche, du sable, de la roche. En fait, on a fait le boulot des océanographes qui n'avaient pas bien fait. On l'a fait, et donc nous, on a des cartes extrêmement précises, au mètre près, et donc on a réussi à faire des chemins de sable, des chemins de vase, découper complètement les cailloux. Et là, je viens donc au métier de la crevette, où ça nous aide beaucoup dans la façon où on va mettre, enfin je veux dire l'endroit où on va mettre le casier, si on veut le mettre sur de la roche, sur du sable ou bien sur de la vase. Mais avant ça, il faut savoir observer, comme m'a posé la question, le temps, la saison, l'eau, la houle, donc le temps, quand je dis le temps, c'est plutôt le vent. Et donc c'est une multiple observation perpétuelle de la météo. Alors maintenant c'est Wingourou, ah oui on regarde Wingourou, et on a une semaine d'avance pratiquement de bonne météo, parce que évidemment le sens du vent va par exemple salir l'eau ou l'éclaircir. Vous savez que la crevette, elle a qu'une trouille, c'est de se faire bouffer par les poissons. Donc si l'eau est saumâtre, elle se balade partout pour manger. Si l'eau est claire, elle se planque sous la table et elle ne bouge plus. Alors elle est dans les algues, dans les goémons, elle ne bouge plus, On peut mettre, je vois un exemple, je vais mettre mon casier là, si l'eau est claire, je pêcherai 0 crevette. Parce qu'elles vont être cachées partout là, elles ne bougeront pas. Par contre, si l'eau est saumâtre, il y a de la houle, elles se déplacent et elles vont manger, et là on pêche beaucoup plus de crevettes. Donc les observations, si elles étaient scientifiques et si on voulait
dire qu'il y a une surpêche de crevettes, il suffirait de venir quand l'eau est claire, il y a 0 crevette. Vous voulez venir une semaine avec moi, je vais pêcher un bol de crevettes dans ma journée, alors que la semaine d'après, l'eau est sale. Elles étaient où? Ben, je sais où elles étaient planquées sur la table. Et là, elles se baladent et elles vont manger. Et là, c'est quelquefois 2-3 poignées de crevettes dans un casier. Voilà, donc c'est des observations qui sont journalières pour nous. Et donc, c'est toujours par rapport au temps, si la direction du vent, la houle, la saison, parce que aussi la saison avec la température de l'eau et la salinité de l'eau, quand il y a de l'eau douce, les crevettes elles n'aiment pas l'eau douce, donc elles descendent, parce qu'on commence à pêcher complètement à la côte, l'été où il y a quelquefois ça d'eau, la basse mer. On peut même se faire vider nos casiers par les pêcheurs à la Penaud. Et l'hiver, 40 mètres de fond derrière Édic, là, dans les Cardinaux, où là on pêche, parce qu'il y a beaucoup d'eau douce à la côte à partir de mi-décembre, là, souvent même autour des fêtes de Noël. En fait, c'est là que l'eau douce sort du bas de la Vilaine. Et l'observation, elle est perpétuelle. Alors, et jamais. Alors, ce qui est compliqué aussi à expliquer, c'est que même moi, je vois bien aussi avec Rémi aujourd'hui, mon fils, c'est que quand on n'est pas sur le terrain, on n'a pas tous les éléments. Et même si moi j'ai des éléments de terre, lui, il en a d'autres sur le terrain. Et même si une année on a pêché, ou des années on a pêché au mois de décembre à tel endroit, cette année il n'y en a pas eu là, parce que les éléments n'étaient pas, il n'y a pas eu d'eau douce. Par exemple, cette année il n'y a pas d'eau douce. Il n'y a pas d'eau douce. Bon, on peut considérer que si ça reste comme ça jusqu'en janvier, on peut considérer à pêcher des crevettes plus tard dans la saison. Mais c'est pas systématique tous les ans, donc il faut faire un amalgame de toutes ces observations qui font qu'on a une petite chance peut-être de pêcher à un endroit précis, soit dans la vase, soit dans le sable, soit sur les roches, quoi. Donc c'est pas évident à répondre. D'accord. Merci beaucoup Thierry. Et justement, en fait, je pense que le parallèle peut aussi s'observer en ostréiculture. Là, il y a un panorama en fait de savoirs qui sont mobilisés dans l'observation au quotidien en pêche embarquée avec les andes du casier. On l'a vu tout à l'heure, les pratiques en ostréiculture ont aussi évolué. Aujourd'hui, elles sont majoritairement, les huîtres sont majoritairement des huîtres creuses produites sur table. Et voilà, aujourd'hui, produire une belle huître, sur quel élément il faut être attentif? Bonjour à tous. Pour faire une belle huître, il faut, comme dit Thierry, observer aussi son milieu. Donc il y a des courants qui sont peut-être plus porteurs que d'autres en matière de phytoplancton, de plancton en général. Et une huître met à peu près 3 ans et demi à 4 ans pour arriver à terme, pour arriver dans l'assiette. Donc il nous faut effectivement être patient, respectueux de notre environnement, et les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Comme dit Thierry, il peut pêcher une année quand il n'y a pas trop de pluie plus tard. Nous, on peut avoir une huître qui pousse moins vite ou plus vite, selon le temps également. On est tous tributaires de la nature. Et les courants sont plus ou moins intéressants et porteurs de plancton de l'entrée du golfe, un petit peu moins poussant dans le fond du golfe, mais voilà, c'est différent. On va plutôt faire pousser une huître dans des courants plus forts, plus riches, en tous les cas, l'entrée du golfe pour les jeunes huîtres qui sont appelées à se développer très très vite. Et arrivé à la deuxième partie de l'élevage, on peut les mettre de 18 mois à 3 ans et demi, 4 ans, sur l'autre partie du golfe à pousser. Et pour freiner un petit peu la pousse, on peut les mettre sur des tables, effectivement ça va peut-être pas faire plaisir à monsieur, sur des tables un petit peu plus hautes pour éviter qu'elles ne deviennent à ce moment-là trop grosses et invendable à un moment donné, parce qu'après le numéro 2, il y a peu de demandes, surtout en France. Donc à nous de jongler un petit peu avec tous ces courants, ces hauteurs et cette nature qui nous joue des tours parfois. On ne maîtrise pas tout, et loin de là d'ailleurs. Il faut rester humble.
Merci pour ce second témoignage. C'est vrai que là, on voit vraiment le jeu d'équilibriste en fait, des professionnels de la mer qui sont en interaction constante avec l'environnement et dans ce besoin en fait, de s'adapter. Je m'adresse maintenant à Lucie. Lucie, tu t'es installée récemment comme récoltante d'algues. C'est peut-être une activité qui est un peu moins connue que l'ostréiculture et la pêche embarquée. Est-ce que voilà, c'est une installation à la suite d'une réorientation professionnelle? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou partager avec nous ce choix en fait et nous expliquer un peu plus en quoi consiste le métier de récoltante et d'affineuse d'algues? Bonjour à tous. Donc je suis récoltante d'algues et affineuse depuis 1 an. Alors j'ai choisi ce métier, c'est un processus qui s'est fait sur pas mal d'années. À la base, je suis ingénieure en agriculture, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine, j'étais passionnée depuis toujours par le milieu vivant et végétal en particulier. Et j'ai découvert les algues il y a une dizaine d'années. Et ça a été le gros coup de cœur. Pour plein d'aspects, leur esthétisme déjà, c'était la première entrée, par les yeux, que je trouvais des végétaux magnifiques dans l'eau. L'entrée nutritionnelle aussi, j'étais déjà très sensible à l'alimentation comme base de santé, base de la vie. Et d'un point de vue nutritionnel, ce sont des aliments très intéressants. Et puis leur écologie, leur fonctionnement dans l'eau. Et donc pendant des années, j'ai participé à des forums, rencontré des professionnels, beaucoup lu, fait de la récolte à titre de loisir. Et puis au bout d'un certain temps, c'est devenu quand même assez évident que vraiment ça avait réveillé une passion énorme en moi. Et donc j'ai décidé de professionnaliser l'activité et j'ai repris mes études il y a 3 ans. J'ai fait un master en sciences de la mer à l'UBS, à Vannes, en continuant par ailleurs à m'enrichir professionnellement. Et puis à l'issue de ce master, j'ai préparé mon projet, j'ai créé l'entreprise qui s'appelle Tibésine. Bésine, c'est l'algue en breton, l'atelier de l'algue à Vannes en septembre 2020. Donc je suis basée à Vannes et je travaille exclusivement sur le Morbihan. Donc Golfe, enfin, zone pointe brassée du Golfe et puis côte continentale et insulaire du Morbihan. Je vais vous dire 2 mots sur le métier de récoltant d'algues. Donc ce sont des algues que je récolte à usage alimentaire. L'objectif après, c'est de les affiner et de les commercialiser en direct. Je les vends à la halle aux poissons les jours de marché. Donc je travaille essentiellement avec de l'algue fraîche, c'est-à-dire que je pêche et je vends les algues le lendemain pour le marché, donc c'est plusieurs pêches semaines qui alimentent le marché. Je sèche aussi les algues lors des grandes marées pour pouvoir avoir du stock en saison creuse, parce que l'algue est un végétal, donc fonctionne avec la photosynthèse, donc principalement du printemps à l'automne. Et puis je fabrique aussi, j'affine en tartare. Le métier de récoltant d'algues, il consiste du coup pour l'alimentation à couper les algues, donc aller sur l'estran, travailler en fonction des marées. Donc sur des petits coefficients, on va avoir accès à des algues plutôt de haut d'estran, type les ulves, la laitue de mer, qui ressemble beaucoup à une laitue de terre. Et puis au gros coefficient, si les vents le permettent, si la pression le permet, parce que c'est pareil, il y a ce que le calendrier des marées laisse présager, et puis bon, des fois ça se passe pas tout à fait comme ça. Et donc dans ces cas-là, ça me permet d'avoir accès à des laminaires qui sont des grandes, comme leur nom l'indique, des grandes lames. Voilà. Le métier de récoltant d'algues, je voulais en dire un tout petit mot d'un point de vue patrimonial. Il est reconnu très fraîchement dans le code. On m'entend toujours ? Oui. Il est reconnu depuis très peu de temps dans le code rural et maritime, que depuis le mois de septembre, on a un droit de vote au comité régional des pêches. C'est un métier dont la licence est délivrée par le comité des pêches régional de Bretagne. Pourtant, c'est un très vieux métier. Et on le connaît principalement dans le Finistère et les Côtes d'Armor, mais ici on a aussi une histoire de la récolte d'algues. Quelques éléments qui l'illustrent, ce sont des fours à goémon qu'on retrouve sur Quiberon, sur les îles. Donc le goémon, à ce moment-là, c'était surtout le goémon qu'on appelle épave, donc celui qui arrive, arraché par la houle, les vents qui arrivent sur la plage. Dans le cas de la récolte d'algues, on travaille sur de l'algue vivante qu'on va chercher sur les pointes rocheuses qui est accrochée.
Et donc ce goémon épave était récolté et brûlé dans des fours pour constituer des pains de soude qui étaient livrés à l'industrie pour les fabricants de verre à la base et puis après pour l'industrie de l'iode. Et donc on retrouve des vestiges sur le littoral et jusqu'à une usine qui était approvisionnée à Séné. Et puis l'autre point patrimonial que je trouvais intéressant, c'est issu de la revue Melvent, qui concerne beaucoup ce qui se passe à Edic et Watt. Et je vous lis une phrase qui fait écho à ce travail-là. Le travail de la soude était extrêmement pénible. Donc les femmes travaillaient dans l'eau, soulevaient des charges énormes de goémon, parce que le goémon épave, c'est des laminaires sur des quantités énormes, qu'il fallait remonter sur la dune, retourner pour le sécher, mettre en meule, manipuler à nouveau pour brûler dans les fours. Et ce travail apportait aux femmes 25% de ce que la pêche apportait aux hommes. Il donnait aux femmes de l'île d'Edic une indépendance économique. Donc, même si c'est un nouveau métier, localement, il s'inscrit quand même dans cette tradition de la valorisation de l'algue pour un usage différent. Voilà, ça c'était pour l'aspect patrimonial. Et puis ce que je voulais partager avec vous également par rapport à ce métier, et pour faire suite à ce qu'on disait sur le lien avec l'environnement, pour récolter des algues, il faut connaître les algues, bien sûr, parce qu'elles ont des saisons, elles ont des cycles. Elles ont des environnements de préférence. Je vous parlais, il y a un étagement différent. On ne retrouve pas les mêmes algues en haut d'estran, en bas d'estran. Elles ont des comportements différents. Il y a des algues aussi qui aiment les modes battus, donc battus par les vagues, les eaux très brassées. Il y a des algues qui préfèrent les modes abrités. Globalement, elles sont plutôt sur substrat rocheux. Et un de mes gros travaux, avant bien sûr la création de l'entreprise, mais depuis encore, c'est l'identification des sites. Parce qu'il y a des réseaux, notamment portés par l'Ifremer, le réseau Rebent, qui permettent d'identifier les algues, mais le Morbihan étant malgré tout assez peu exploité pour ça, un des gros travaux, c'est la cartographie. Et ça crée une base théorique, mais qui derrière fluctue beaucoup. Et c'est un des enjeux pour mon activité. Alors je fais référence notamment au syndicat de récoltants d'algues de Rives, qui est représenté par André, qui est là aujourd'hui, qui me permet de comprendre un certain nombre de choses. Et au quotidien, c'est beaucoup d'observations. Et c'est toujours un peu des dilemmes, notamment au moment des grandes marées, qui sont des grosses périodes de travail pour moi. Arbitrer entre aller exploiter des sites que je connais, ou aller en prospecter des nouveaux, qui me serviront demain, mais c'est le qui tout double. Est-ce que j'accepte de perdre une marée si sur le site il n'y a pas d'algues? Donc c'est tout ce travail de création de filières qui suppose des choix entre le court terme et le moyen terme. Et puis l'autre élément, ça concerne, donc ça c'est vraiment la connaissance de l'algue, et puis après c'est l'environnement, parce qu'une fois que ces sites, effectivement, ils sont identifiés, eh bien, selon les marées, selon les coefficients, les pressions, l'eau ça ne déchale pas forcément, je n'ai pas forcément accès au site. Et puis d'une fois sur l'autre, on peut avoir des surprises. Alors soit effectivement les eaux sont chargées, dans ces cas-là, il y a de l'ensablement sur les algues et elles ne sont pas récoltables en l'état. Et puis d'autres fois des surprises, des bonnes ou des mauvaises, des sites sur lesquels on va et on s'attendait à, et puis finalement, alors c'est là où le métier prendra quelques temps, connaissance fine des courants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce site-là, il n'a pas reçu peut-être certains nutriments, ou il a été trop chahuté par les vents et il n'y a pas d'algues, et à l'inverse, pourquoi sur tel autre ça se développe rapidement. Et puis je terminerai mon propos. Il y a un autre point quand même important sur l'aspect environnement aussi, c'est que au quotidien, j'observe aussi, au-delà des éléments naturels, les éléments humains aussi. Les algues, je vois sur certains sites, par exemple, selon les courants, des concentrations de polluants, des invasions d'espèces, étoiles de mer, ou des invasions d'algues qui sont plus adaptées au réchauffement climatique, ou des préoccupations aussi sur les zones de sites de pêche à pied de loisirs, qui sont très fréquentées pendant les grandes marées, avec du coup beaucoup de piétinements, de retournements, et ça crée de la turbidité. Ça crée de la turbidité et puis de la dégradation du substrat, donc qui sont aussi des zones qui impactent aussi au quotidien la collecte. C'est des
des éléments qu'on va pouvoir aborder aussi dans la troisième partie, effectivement, de la table ronde sur ces observations de l'environnement. Il y a de la turbidité naturellement présente, hein, comme le golfe par exemple, est une zone où on retrouve assez peu de laminaires, donc les grandes algues dont je vous parlais tout à l'heure, qui poussent un peu plus loin et qui ont besoin de lumière. Et donc quand l'eau est turbide, la lumière rentre moins et donc on retrouve moins de ces laminaires dans le golfe, malgré certaines zones de profondeur. Mais il y a de la turbidité aussi liée à l'activité humaine. Et je voulais terminer mon propos par cet aspect-là sur le partage des usages et le fait aussi de vous rappeler que les algues, en dehors disons de leur intérêt à proprement parler, elles constituent un élément très important de l'écosystème marin parce qu'elles captent, au même titre que les herbiers de zoster, qui ont été un petit peu plus étudiés localement, elles captent beaucoup de carbone et elles constituent aussi des zones très stratégiques de frayère à poissons. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire, donc ça se traduit en tant que récolte par le partage. Quand je quitte une zone de pêche, je veux avoir terminé mon travail de récolte, mais je veux aussi ne pas avoir le sentiment qu'il n'y ait plus rien. Donc cet équilibre, en fait, de toujours avoir le souci de partager avec les autres espèces animales qui s'en servent, parce que c'est à la base... Voilà, les directives européennes, espèces et habitats, rappellent le rôle prépondérant des algues comme indicateur de la qualité de l'eau et puis base de l'écosystème. Lucie, en fait, pour rebondir sur deux choses qui ont été évoquées, pour faire le lien avec la seconde partie de cette table ronde, il y a dans le discours porté des choses qui sont souvent revenues dans les échanges avec les professionnels qui ont été rencontrés. La première, c'est, et vous l'avez tous les trois évoqué, la question un peu de la lecture, un peu intuitive de l'environnement, que dans ces savoirs immatériels, il y a une manière aussi où finalement différents savoirs sont mobilisés pour faire une lecture à un temps T d'un environnement, et que souvent en fait il y a une part de mystère dans des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça devrait être comme ça, les vents devraient être ainsi, etc. On devrait observer ça et finalement c'est pas ce qui se passe. Et beaucoup nous ont dit que c'était aussi ce côté-là qui faisait que cette part de mystère rendait le métier passionnant et intéressant, que c'était vraiment quelque chose qui permettait de donner le goût sur ces métiers qui peuvent et qui sont souvent éprouvants. Et que très souvent ces métiers sont faits par des gens qui sont passionnés. C'était vraiment un plaisir, pour les entretiens que j'ai pu faire, de partager avec les personnes que j'ai rencontrées ce goût-là. Et cette passion, elle intervient souvent sur la question aussi de la transmission. Du coup, c'est pour faire la transition avec la deuxième partie. On se rend souvent compte que le démarrage dans les métiers de la mer, il y a toute cette histoire en fait où les femmes au départ étaient très présentes dans l'initiation des enfants au littoral. À la mer, c'était souvent par les tantes, les grands-mères, la maman que on découvrait ses premières pêches à pied et ce goût à la mer. Et cette initiation, elle peut se faire dans l'enfance, mais elle peut aussi se faire dans différents cadres et de différentes manières. Elle suppose beaucoup d'échanges et d'écoute, que ce soit au sein des familles ou entre pairs. Et je sais qu'on en discutait avec Thierry, la question où, par exemple, quand il y avait 100 bateaux à Séné, il y a tout un apprentissage qui se fait aussi par l'échange avec les collègues au port, d'aller voir, tiens, un tel a testé ça, ou lui, il essaye ça. Et il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'apprentissage avec les turbalets, des pêcheurs de Boulogne par exemple, où finalement cette émulation permet de s'inspirer les uns des autres. Et par rapport à ça, je voulais vous poser la question, Thierry, comment vous, en fait, qui avez pris la suite de votre père, et votre fils maintenant, Rémi, qui poursuit l'activité, est-ce que vous pouvez partager avec nous la manière dont cette transmission a pu se faire ? C'est pas facile. Moi, pourtant, il paraît que je suis né dans un casier, donc normalement, ça devrait être facile. Mais oui, j'ai pris la suite de mon père. J'ai pris la suite de mon père, mais j'ai travaillé 7 ans avec lui, donc habitant à côté et ayant vécu à Porana, parce qu'on habitait à 100 mètres.
J'étais tout le temps à Port-Anna et la transmission elle se fait avec tous les jours, en voyant les gens et comme tu disais tout à l'heure, dans le port on pourrait le qualifier, c'est sans arrêt une zone d'observation, on observe ce que font les autres, on observe comment on amarre mieux un casier ou on monte mieux un filet et un problème important qui se pose justement pour nous, enfin pour surtout ceux qui nous remplacent aujourd'hui, c'est que moins on est nombreux dans un endroit, eh bien l'inverse se produit en fait, parce qu'on pourrait penser que moins on est nombreux, on va plus pêcher, et bien c'est l'inverse, parce que en fait, moins on est nombreux, moins on compare, enfin je veux dire, on partage et on évolue dans les techniques et dans les zones où il faut pêcher, dans ce qu'il y a à pêcher, et moins on pêche. Et moins on est nombreux, moins on pêche. Et ça c'est incroyable. Et les ports qui sont dynamiques aujourd'hui, c'est les grands ports en fait, parce que les petits ports, on est en retard de quelques années par rapport aux nouvelles techniques, par rapport aux nouvelles façons de pêcher, quoi. Pour ce qui est de la transmission à mon fils, eh bien, ils sont beaucoup plus malins que nous, quoi. Ils vont vite, ils ont l'électronique pour eux c'est de la rigolade. Nous on a eu 1000 peines du monde à se mettre en place. Donc évidemment, quand je lui ai montré l'ordinateur à bord, moi je croyais que je savais tout, et puis en fait je savais rien. Donc en quelques semaines, même pas, il a tout compris. Et aujourd'hui, alors, ce que moi j'avais commencé, j'ai expliqué tout à l'heure, la transmission, je pensais transmettre, puisque la venue de mon fils s'est fait sur le tard, en fait, il travaillait sur la côte d'Afrique, il n'était pas trop question qu'il vienne me remplacer, puis moi j'avais commencé avec mon ordinateur à vouloir transmettre quelque chose, quand je parlais tout à l'heure des fonds que je marquais tout le temps, je me disais, quand je vendrai mon bateau, je vendrai ça, la carte que j'ai mise en place avec, comme ça me fera plaisir, j'espère la vendre à un gars du coin, parce que sinon elle ne servirait à rien. Sinon je l'aurais donné aux gens du coin. Et là, bon, évidemment, quand j'ai su que mon fils allait me remplacer, j'ai accéléré encore plus je dirais la précision que j'avais mis depuis le début à construire ces cartes du Golfe, notamment les passages, parce qu'on enregistre tout sur un ordinateur. On peut imaginer les passages de nuit, par exemple, où il faut aller par rapport aux marées, couper les pointes quand on est contre le courant, quand on est avec le courant. Donc tout ça, c'est l'ordinateur, et lui, il peut aller de nuit, de brume, sortir du Golfe sans problème, en suivant les cartes, enfin les traces, disons, qui ont été mises en place, quoi. Donc ça, c'est un outil extraordinaire, ça fait partie de la transmission. Et pour ce qui est autrement de la pêche, on avait évoqué le jour ensemble, je sais pas, la pêche, moi j'étais à l'école de d'apprentissage maritime, j'ai passé après mon capacitaire, mais on m'a pas appris à pêcher. Alors la transmission, à l'école d'apprentissage maritime, ici on apprend à faire des chaluts. Mais à part le chalut, on n'apprend pas à pêcher à tel endroit, de telle manière, avec tel vent ou avec tel type de... Donc ça s'apprend sur le terrain, mais c'est aussi que quand on sort de l'école d'apprentissage maritime, et même avec un examen, on a encore 36 mois de navigation. C'est-à-dire que pendant ces 36 mois de navigation, on a, avant d'obtenir son examen, quoi. Et bien, ça fait donc 3 ans d'apprentissage, et ça fait avec les anciens, ça se fait avec, en allant naviguer, en fait, hein. Voilà, et ça se fait tous les jours. Alors c'est autour d'une table, c'est quelquefois autour d'un verre aussi. Et puis c'est dans un port. Mais il n'y a pas d'écrit, quoi. On n'a pas écrit noir sur blanc comme on faisait pour transmettre soit à nos enfants ou même à un copain, parce que c'est important d'avoir des copains. C'est très important d'avoir des copains. Alors, il y en a qui disent pas la moitié de ce qu'ils savent, mais c'est très important d'en avoir 2 ou 3 qui parlent vraiment et qui disent moi j'ai pêché ça là, et moi j'ai pêché ça là. Alors, évidemment, si on me dit que j'ai pêché ça là, je ne vais pas aller après lui. Par contre, je sais que s'il a pêché des crevettes dans le sable, à quelques milles d'ici, je vais essayer demain dans le sable, puisque j'avais pas eu l'idée d'aller dans le sable. Je sais voilà. Donc, toute cette transmission se fait oralement. Sans écrit, mais je répète que les grands ports ont un avantage sur nous, c'est que c'est toujours une espèce d'exposition permanente de nouvelles techniques. Vous savez tous, quand vous allez dans un port, vous allez regarder les bateaux, mais nous,
comment Jeannot est à côté de moi, il était marin-pêcheur, on regarde les bateaux, oui, mais on regarde comment sont amarrés un filet, on regarde comment est amarré le casier, on regarde comment est amarré... voilà. Et donc c'est vrai que quand on se retrouve malheureusement chez nous maintenant à quelques bateaux dans le port de Port-Anna, ben, cette dynamique de réflexion, cette dynamique de transmission, même je veux dire, d'un à l'autre, eh ben, elle s'évanouit en fait, quoi. Voilà, et ça c'est un gros problème. Et ben, c'est pour ça, comme il y a beaucoup moins de bateaux aussi à Port-Anna, donc il y en a, moi le mien est à Quiberon actuellement, il y en a à Port-Navalo, il y en a autour du parc, il y en a à la Trinité-sur-Mer, voilà, et à Port-Anna, il reste plus que 2 ou 3, quoi. Voilà. Merci. C'est vrai que ces savoirs et savoir-faire ont souvent un caractère voilà, c'est des savoirs immatériels qui sont pas forcément palpables, pas toujours très concrets ou faciles à mettre en mots. C'est pas des choses qu'on trouve dans les bouquins. Et ça en fait cette richesse aussi particulière, cette valeur. Tout à l'heure on évoquait, voilà, on révèle pas ces coins de pêche comme ça. On est bien conscient en fait de cette valeur et de cette chance quand on peut avoir une transmission qui se fait aussi de père en fils ou de père en fille. Et Anita, je sais que vous aussi vous avez pris la suite de vos parents. Et est-ce que vous pourriez partager avec nous également la manière dont ça s'est déroulé? Donc, moi je suis la 4e génération dans la maison, donc, en ostréiculture. Donc, il y a eu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon papa, donc le fils de ma grand-mère, avec ma maman, et moi qui ai pris la suite. Mes parents m'ont toujours traîné avec eux sur les parcs, donc c'est vrai que la passion naît dès le plus jeune âge. Ça c'est aussi important. Donc quand on parlait tout à l'heure des AME, je pense que c'est important de les baigner, les enfants, dans notre milieu, pour le faire naître peut-être des vocations. Et parce qu'on n'a pas besoin d'être fille ou fils d'ostréiculteur ou de pêcheur pour prendre ces professions, il faut aussi en avoir cette passion. Et elle naît dès le plus jeune âge. Et donc moi j'ai commencé en 98. J'étais pas axée au début à prendre la suite de mes parents, comme le fils de Thierry. Mais voilà, ça s'est fait un peu sur le tard aussi. J'étais plus dans la comptabilité, puis après voilà, j'ai décidé de prendre... Enfin, la mère m'a appelée. Et je me suis installée donc, avec une petite production. J'ai testé un petit peu mes méthodes de travail, parce que mes parents n'avaient pas forcément les mêmes méthodes. J'ai pas voulu les traîner sur la fin de leur carrière avec des méthodes qui ne leur correspondaient peut-être pas. Donc moi j'ai pris de l'élevage sur du long terme, donc des toutes petites huîtres, du naissin que j'achetais aux Charentais, aux Arcachonnais. Parce que le captage d'huîtres creuses se fait essentiellement en dessous du niveau de la Loire, la température de l'eau étant plus chaude, et le captage d'huîtres creuses se fait essentiellement dans ces régions. Et ces naissins, donc moi je les achetais, je les mettais dans des poches pour les protéger des prédateurs. Table, donc élevage en surélevé. Et ces huîtres, donc je les ramenais à terre un an après pour les dédoubler. Et mes parents m'ont laissé faire. Ils ont vu que la méthode n'était pas si difficile que ça, donc on évolue en fonction, hein, les générations après évoluaient. Eux, ils étaient plus sur du court terme, moi c'est sur du long terme. Et j'ai décidé donc de vendre mes huîtres au détail, comme eux le faisaient. J'ai créé d'autres marchés. Et mes parents ont poursuivi un petit peu leur fin de carrière. On était un petit peu à cheval entre les deux, quoi. Moi, j'étais en début de carrière, eux, ils étaient en fin. Et ça s'est fait naturellement, étant passionnée et motivée et courageuse un minimum, parce que dans ces métiers-là, terre et mer, il faut avoir un minimum de courage. Hein. Il faut pas baisser les bras. Il faut rester très, très, très volontaire jusqu'au bout. Et mes parents m'ont fait confiance. Ils m'ont laissé voler de mes propres ailes. Et ils sont encore à mes côtés à l'heure actuelle. J'ai cette chance encore de les avoir. Et on en apprend tous les jours. On ne s'en lasse pas. Les uns les autres, on s'apprend encore des petites... on découvre des choses. La nature nous ouvre les yeux, nous fait découvrir énormément de choses. Et nous fait évoluer aussi en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer.
dans un domaine ou dans un autre. Et c'est vrai que cette transmission de savoir et cette passion, en fait, nous fait grandir de jour en jour. Et je pense que mes enfants, je ne pense pas qu'ils resteront forcément dans le métier, mais ils ont ce respect de cet environnement marin, en tous les cas, terrestre et marin. Et voilà, c'est une satisfaction de pouvoir transmettre, en tous les cas, les sensibilités de cette nature. Ouais. Merci Nda. Oui, on voit que c'est un lien en fait fort à la mer et quelque chose qui est indéfectible et qui finalement, voilà, une fois qu'on l'a, on a été piqué et puis on le garde. C'est vrai que vous avez eu cette chance, d'une certaine manière, d'être issu de familles qui étaient dans le métier, on va dire. Je voulais voir avec Lucie comment ça se passe quand on est sur une réorientation professionnelle où il y a des connaissances, certes, mais on n'est pas forcément issu du milieu. Est-ce que, voilà, de savoir comment ça s'est passé, pour toi, comment peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer pour t'installer, ou à l'inverse, des choses qui ont pu se passer et qui ont aidé à ton installation et qui facilitent aujourd'hui ta pratique? Je pense que ça a été la combinaison de deux choses, des allers-retours permanents. Alors ça c'est sans doute lié à mon parcours. J'ai fait de la formation auprès d'agriculteurs pendant plusieurs années avant, et j'ai compris à ce moment-là le sens vraiment du brassage théorie-pratique, théorie-pratique, théorie-pratique. Cet aller-retour continu, et je pense que ça constitue la base de la manière d'envisager mon apprentissage. Donc c'est une alternance de ça, le fait de reprendre mes études, poser des socles, quand même des choses clés théoriques pour le coup, des modèles qui ne sont pas réalistes, mais qui permettent de structurer sa manière d'apprendre. Et puis après, ça a été un choix aussi, quand ça a été clair pour moi de me dire ok, j'ai envie d'entreprendre, maintenant j'ose le faire et j'y vais, sur la manière de comment faire. Il fallait que je le fasse à un moment donné, il fallait que j'y aille. Donc j'ai eu une période qui se finalise là, une période d'1 an de test, où le but c'était de finalement démarrer vite avec des petits moyens. C'était pas grave, il fallait démarrer, il fallait faire, parce que c'est ça qui allait faire que ça allait démarrer à un moment donné. Si effectivement s'il n'y a pas une transmission ou quelque chose, il faut le construire. Ça se construit au jour après jour, donc il faut le faire en fait. L'observation au quotidien, j'apprends énormément. Alors après, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que le fait d'être au quotidien seul, alors je suis très concentrée sur la mer et mon environnement, pas distraite, c'est sûr. Donc sans doute que mon observation elle est qualitative, mais je suis aussi moins nourrie des pratiques des pratiques des autres, etc. Et cette année était ma première année d'entreprise, donc j'ai pas pu m'absenter pour aller justement voilà, échanger des pratiques, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire entre la gestion d'entreprise, la pêche, l'affinage et la vente. Mais c'est sûr que l'alimenter, ma transmission, elle se fera pas dans un cadre familial, elle se fera par d'autres, elle se fait un petit peu à distance, voilà, sur certains points avec André Berthoud par exemple. Ce sont des petits échanges, mais ils sont tellement riches pour moi, tellement qualitatifs. D'un coup, je reçois quelque chose, quoi. Qui m'aurait fallu des années. Et puis c'est se nourrir, c'est rester en veille aussi. J'ai toujours eu le goût d'apprendre et rester en veille aussi sur ce qui se fait au niveau scientifique. Voilà. D'accord, c'est vrai que quand on échangeait, voilà, vous n'êtes pas le même nombre en Morbihan qu'en Finistère, et que ces échanges aussi entre professionnels sont peut-être moins évidents, du coup ici pour toi qui commence. Et donc, effectivement, ces liens que tu as créés avec des professionnels en Finistère.
Ouais, dans ces cas-là, c'est vrai que au-delà de porter certaines choses importantes, comme on l'évoquait tout à l'heure, le statut par exemple du métier, le syndicat par exemple des récoltants, le fait d'avoir des lieux collectifs comme ça de professionnels, encore peut-être plus ou différemment quand on crée, ce sont des lieux très précieux pour être orientés. Ça fait pas la transmission quotidienne, mais ça aiguille en fait vers où aller, comment aborder. D'accord. Je rebondis aussi sur le fait que tu évoquais les connaissances scientifiques. C'est vrai qu'au cours du projet MELOM, quand on est allé à la rencontre des professionnels, c'est quelque chose qui est souvent ressorti en fait quand on leur demandait finalement est-ce que vous pouvez nous parler de vos savoirs et vos savoir-faire. Il y avait une forme un peu de se sentir illégitime, mais finalement c'est des connaissances, mais ce que je vous dis ça n'engage que moi, puis c'est pas scientifique, et une sorte un peu de manière de rabaisser en fait ses propres savoirs, qui révélait aussi que le fait que ce soit tellement intégré, que ce soit devenu tellement un automatisme, que quand je vais en bord de mer, je regarde la marée, je regarde le vent, et que finalement c'est pas un automatisme pour tous. Enfin, on parlait des fois de la déconnexion aujourd'hui des populations qui s'installent sur le littoral. Voilà, c'est des choses où pour vous ça devient vraiment des réflexes, c'est complètement intégré, et du coup c'est pas forcément perçu comme un savoir en tant que tel qui mérite d'être partagé. Et pourtant, on se rend compte que le fait que vous soyez H24 sur le terrain, il y a un réel ancrage local avec une connaissance en fait hyper importante, aussi bien spatialement que souvent de manière temporelle, parce que vous vous intéressez à ce qui s'est passé avant, à ce qui se passe après. Après, dans mes propos, je ne tire pas de généralité, mais c'est un peu ce qu'on a pu ressortir des échanges. Et que finalement, cette présence quotidienne sur le terrain, elle fait aussi que vous êtes des observateurs. Et Lucie, tu l'évoquais, le fait de pouvoir regarder, être attentive ou attentif à son environnement sur des choses finalement qui s'améliorent ou qui se dégradent, c'est aussi une manière de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de sentinelles de la mer. C'est un rôle aussi qui est attribué aux pêcheurs, aux ostréiculteurs et récoltants d'algues. Et pour ça, je voulais questionner Jean par rapport à votre connaissance. Justement, est-ce que vous pourriez, alors voilà, c'est depuis le début, cet exercice, il est évolution. Parce que on n'a que 5 minutes à chaque fois quand on parle d'un sujet, donc c'est toujours une petite fenêtre qu'on ouvre sur une multitude de savoirs. Mais sur les observations, voilà ce que vous avez pu vous constater. Exact. Avant, je voudrais dire à Lucie que à Séné, nos anciens ramassaient les austères, des herbiers, qu'on appelait le B1, nous, pour faire des matelas. Et j'étais surpris, il y a 2 ans, à Elvin, on avait été débarrasser la maison d'une vieille tante et on avait brûlé son matelas, et puis c'était du B1 qu'ils utilisaient comme matelas, une tête d'oreiller. Il paraît que c'était très imputrescible et de grande qualité, oui. Alors, côté évolution, l'évolution, moi je la connais, c'est pendant la guerre, parce que je suis né avant. Et c'est surtout après la guerre 30-45 que les choses ont évolué, parce que quand je me réfère à ma grand-mère, elle était plus proche du Moyen-Âge que de l'époque auquel on vit. Il y a eu un bon candidat qui s'est fait, un pote géant. Alors le progrès a modernisé la vie de tous les jours, mais aussi notre environnement. La mer appartenait avant au monde du silence, et les moteurs, il y avait des chalements, mais le bout des hélices, transmis par les ondes, ça répondait un peu partout, a modifié considérablement le milieu. La flore maritime, labourée par des dragues puissantes, sera sereinement endommagée. Cette flore, c'est le refuge de petits poissons, notamment des hippocampes. Ils vont disparaître avec elle. Et côté poissons, moi je me souviens qu'on pêchait des esturgeons. On voyait des dauphins, des espèces de dorades, des harengs, des grondins, des hippocampes, des anges de mer, des chinchas. Tout ça ont disparu du golfe. Ils sont partis ailleurs. Il faut noter que quand même une tortue lutte a été pêchée devant le port de Saint-Jacques vers 1950. Un espadon à Roguedas. Et que des requins pèlerins de 8 mètres de long se nourrissaient de plancton, étaient nombreux en bêtes quiverons. Côté oiseaux, les dindins, les courlis, les pilverts, les canards siffleurs, les judelles, les sarcelles,
les fous de bassin, mais aussi des oiseaux terrestres comme les moineaux, les alouettes, les fauvettes, les verdets, les foulques, les roitelets, les bergeronnelles, les chauves-souris, les chardonnerets, les éperviers, les martinets, les étourneaux, s'ils n'ont pas disparu, ils sont beaucoup plus rares. Et tout ça vient de la disparition d'insectes. Souvenez-vous, lorsqu'on prenait notre voiture il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on faisait une centaine de kilomètres, il y avait plein d'insectes sur nos pare-brise. Il n'y en a plus aucun. Il y a des algues qui ont disparu, d'autres qui sont apparus, les sargasses, qui sont venus en provenance du Canada, du débarquement de juin 1944 en Normandie. Voilà. Moi, ma grand-mère, enfin mes grand-mères, hein, Lucie, ont ramassé le goémon, ont ramassé le varech aussi dans le golfe du Morbihan. Hein, Thierry ont cuit leurs crevettes avec du fucus, on connaît bien ça. On est des enfants de pêcheurs. Et un jour, ma grand-mère, quand j'ai décidé d'être guide littoral, elle me dit, mais pourquoi tu vas aller raconter ça aux Dichentil? Voilà, aux touristes, puisqu'on était, le Morbihan a été très vite visité par le tourisme. On voit combien aujourd'hui le Finistère a gardé cette transmission, ce savoir-faire des goémoniers, ils en font des fêtes. Nous, c'est complètement oublié. Beaucoup de gens passent à côté des fours à goémons en pensant que c'était des tombes du Mésolithique. Non, mais c'est sûr, c'est un rire. Et elle me disait, pourquoi tu vas aller raconter ça aux Dichentil? Tu vas montrer qu'on avait une vie de misère ici. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, que moi, quand j'en parle, et ben, c'est une forte richesse, avec une valeur très rajoutée. Et voilà, et donc, et je suis très émue parce que ben, nos grands-mères, hein, ouais, nos grands-mères qui étaient là, c'était le matriarcat, on se prenait des baouates hein, quand on n'était pas à l'heure à la soupe. Mais c'était aussi... voilà, donc il ne faut pas oublier, c'est cette ambiguïté entre transmettre, mettre en valeur, développer aussi toutes des nouvelles activités et à la fois, peut-être, comme disait Thierry tout à l'heure, garder un petit peu ses secrets, ses petits jardins secrets. Voilà, j'avais mis mon petit grain de sel. Et ce film, je l'ai intitulé, c'est toute l'histoire du Golfe, aux anciens, etc. Ce film, je l'ai intitulé « Ne meurent que ceux que l'on oublie ». Et je crois que ce film, il est à la mairie de Séné. Et je pense que pour le patrimoine, il vous sera très utile. Pas éleveuse d'algues. Oui, voilà, pas éleveuse. Moi, je pêche oui, pêcheuse. Ce que la nature... Oui. Non, mais je fais la précision parce que la culture, qui s'appelle d'ailleurs cultiver, hein, c'est rapport au végétal, la culture d'algues existe. Et là, c'est vraiment une démarche, et ça fait écho aussi à ce qu'on disait, démarche de pêche. Donc il n'y a pas de maîtrise en fait de ce qu'il y a, d'où l'observation, d'où les liens, etc. Le passage terre-mer, l'entrée dans les deux cas, il y a des parallèles. Par exemple, la terre. Quand on s'intéresse au végétal, c'est tout un écosystème qu'il y a dessous, la terre, qui a des profils différents, qui a des vies différentes. Donc en fait, il y a déjà la notion de je vise un végétal, mais en fait, derrière, il y a beaucoup de choses, et ce beaucoup de choses, ce contexte ou ce substrat, en fait, il est là, il est présent, il est durable, il est peu mouvant. Et c'est sans doute la grosse différence avec la mer. Parce que du coup, il y avait déjà cette approche de il y a un environnement, et ce qu'on a, c'est le fruit de cet environnement notamment. Donc ça, c'était assez évident, terre-mer, ça passait bien. La différence en mer, c'est que cet environnement, il change tout le temps. Et à terre aussi, il y a l'effet météo, mais là, vraiment, le substrat change tout le temps, ou change beaucoup plus facilement. Bon, il s'est fait aussi au fur et à mesure des années, même si c'est que le début, il y a plein d'années à venir, mais il y a eu quand même plusieurs années voilà, avant de créer l'entreprise. Et puis tout simplement, il y a la passion, en fait, qui est un moteur énorme pour apprendre
apprendre à comprendre, apprendre à savoir qu'on ne comprend pas aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment la notion d'être en chemin et d'avancer. Des fois, on est content, on avance vite. Des fois, on se dit qu'on n'avance pas. Mais, enfin, donc finalement, et dans ma tête, il n'y avait pas une histoire de transition terre-mer, en fait. Je passais pas de l'un à l'autre. C'était... ou du moins, si ça s'est fait, peut-être que ça rejoint ce que disait Juliette, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai oublié, et qu'aujourd'hui, c'est là. Mais il y a peut-être eu un processus de transition. En tout cas, il y a des parallèles. Puis à un moment donné, la passion pousse, et puis on s'ouvre à l'univers, et puis on le prend tel qu'il est. Enfin, on le découvre tel qu'il est. J'espère que je... Et moi, ce que j'ai observé le plus facilement et de façon horrible, même depuis que j'ai navigué, on m'a toujours dit c'est le changement climatique, mais il y a un élément qui est venu s'ajouter dans nos décors que vous avez un peu tous oublié, c'est le barrage d'Arzal. Et je peux vous dire que le barrage d'Arzal sur la baie de Quiberon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologique. Il y a une montée des vases abominable. Alors, les gens qui sont de là-bas sont soumis à ça tous les jours. On oublie tout ça, mais moi je revendique qu'il faut le foutre en base et tout. Hein. Voilà, il faut y aller, il faut recommencer. Voilà, il faut dire, on ne veut plus du barrage d'Arzal. Voilà, parce que c'est une catastrophe le barrage d'Arzal. Hein. On modifie la nature, elle se venge. Mais c'est vrai que c'est aussi